Torture, cafard, déchets radioactifs, feuille d'impôt. Si t'es un humain normalement constitué, a priori ces mots t'évoquent des émotions négatives. Mais si par contre je te dis anniversaire, plage tropicale, chocolat, musique, tu vois que la charge émotionnelle de ces mots est complètement différente. Là, ça t'évoque des émotions positives. Un mot, c'est une étiquette sur un concept. Les mots, c'est la matière première du langage. Et le langage, c'est ce qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Le langage, c'est ce qui nous distingue des animaux. Nous, les humains, si on a été capable de s'élever au sommet de la pyramide des espèces, c'est parce que le langage nous permet de communiquer de manière très efficace et aussi de capitaliser sur les connaissances de toutes les générations précédentes à travers la parole, donc le langage oral, et l'écriture, le langage écrit. Donc ça pour dire que notre langage façonne notre manière de voir le monde. Tu sais qu'on voit tous le monde avec des lunettes différentes. Mais en fonction de comment tu communiques, des mots que tu choisis d'employer, tu peux avoir une expérience du monde totalement différente. Dans le dev perso, on parle souvent de la communication interpersonnelle, comment communiquer plus efficacement avec les autres. Mais on parle beaucoup plus rarement de comment bien communiquer avec soi-même. Parce que les mots qu'on emploie dans notre langage mental, dans notre monologue interne, ils ont, tout comme ceux que je t'ai pris là pour exemple, une charge émotionnelle. Peut-être pas tous, mais certains en tout cas. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Il y a des mots qui peuvent paraître tout innocents comme ça, mais que tu te répètes en boucle à longueur de journée et tu te rends pas compte à quel point ça te met des bâtons dans les roues, à quel point ça détruit tes rêves. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je vais partager avec toi aujourd'hui 10 mots médiocres qui t'entravent dans la réalisation de tes objectifs. Parce que quand tu prononces, que ce soit oralement ou mentalement, un de ces mots, il va y avoir un réseau de neurones qui va s'activer, qui est associé à ce mot-là. Et c'est ce réseau de neurones qui va déclencher certains états émotionnels, qui dans de nombreux cas sont à l'origine de nombreuses croyances limitantes qui te bloquent. Et on va prendre l'exemple du premier. Le numéro 1, c'est fatigué. Ou une des variantes, c'est j'ai la flemme. La fameuse flemme. Quand tu te dis à toi-même « je suis fatigué », qu'est-ce qui se passe? Dire « je suis fatigué », c'est accepter cette croyance comme vraie. Et donc si tu crois être fatigué, tu vas le devenir. Tu vas te mettre à bâiller, tu vas peut-être perdre ton énergie physique, tu vas avoir envie de t'affaler sur le canapé et scroller TikTok. Tout ça parce qu'à la racine, d'un point de vue neurologique, tu as cette putain d'habitude linguistique de te dire tout le temps « oh, j'ai la flemme, moi je suis fatigué ». Est-ce que tu te rends compte de cet effet chambre d'écho dans ton cerveau où une simple petite pensée initiale, innocente en apparence, va s'amplifier et va avoir un impact absolument colossal sur ton état physique, mental, émotionnel? Petite anecdote, quand j'étais à la fac, il y avait un gars dans ma promo avec qui je traînais à cette époque-là, et le mec était tout le temps fatigué. Il disait tout le temps je suis fatigué, comme ça il s'étirait, bon il fumait de la beuh aussi, donc je pense que ça n'aide pas, mais le simple fait d'être avec lui, d'entendre tout le temps je suis fatigué, il me demandait aussi des fois ouais t'es pas fatigué gros? À la base non, j'étais pas fatigué, mais là d'un coup je me posais la question, je me disais bah ouais il a peut-être raison, c'est vrai, c'est le principe de l'autosuggestion, mais aujourd'hui je refuse de dire je suis fatigué, c'est moi qui décide quand je suis fatigué, la plupart du temps je le suis quand c'est l'heure de dormir le soir. Ensuite numéro 2, je vais essayer. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Quand tu dis je vais essayer d'arriver à l'heure, je vais essayer de finir mon travail à temps aujourd'hui. Ce que tu fais, de manière complètement subconsciente, c'est que tu te laisses une porte de sortie. Tu t'autorises l'échec. Et si tu t'autorises l'échec, tu vas jamais donner le maximum, évidemment, puisque tu as le droit d'échouer, c'est pas grave, tu l'as déjà anticipé à la base. Tu comprends la fourberie? Donc quand tu as quelque chose d'important à faire, ne dis jamais je vais essayer de le faire. Dis juste je vais le faire. Je vais le faire. Là, c'est une affirmation. Tu projettes déjà mentalement ton succès. Il n'y a pas d'essai, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de possibilité, soit je le fais, soit je le fais pas. Non, tu le fais, c'est tout. Et quand tu as cet état d'esprit-là, bah, tu as 10 fois, si ce n'est 100 fois plus de chances d'effectivement réaliser ce que tu as à faire. Ensuite, dans le même registre, un petit peu similaire, mais pas complètement, espérer. J'espère que ça va marcher. J'espère que mon boss va me donner une augmentation. J'espère que ma vidéo YouTube sur laquelle j'ai travaillé pendant 3 mois va faire un maximum de vues. Ou j'espère que le Bitcoin va atteindre $1 million avant la fin de l'année. Le problème d'espérer, c'est que tu places des attentes en dehors de ta sphère de contrôle. Donc forcément, mécaniquement, tu vas être déçu. Parfois, les choses peuvent se passer comme tu l'espérais, mais d'autres fois, non. Et forcément, bah, c'est du 50-50, c'est la roulette russe. Tu peux pas contrôler le monde extérieur, les gens, les événements, la météo, la politique, ça échappe à ton contrôle, ces choses-là. Et dire j'espère que sans arrêt, ça te met
dans un état où tu n'as plus de contrôle sur ta vie. Parce que tu places tous tes espoirs, non pas en toi-même, c'est-à-dire sur ce que tu peux contrôler, tes actions, mais sur des entités extérieures qui, par définition, ne pourront jamais toujours se comporter comme toi tu le souhaiterais. Donc au lieu de dire « j'espère que ma vidéo YouTube va marcher », par exemple, dis-toi plutôt « je vais publier ma vidéo YouTube. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je vais apprendre quelque chose. » Il va y avoir une leçon à tirer de cet échec, et échec d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans la liste ici, mais c'est un mot interdit aussi, c'est un mot faible, parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, il n'y a que des leçons qui te permettent ensuite de rebondir, pour ne plus commettre les erreurs et augmenter ma probabilité de réussite la fois suivante. Ensuite numéro 4, impossible. Bon, tu connais la citation d'Henry Ford, que tu penses que t'en sois capable ou que t'en sois pas capable, dans les deux cas, tu as raison. Si tu te répètes souvent, c'est impossible, c'est trop dur, j'ai pas les capacités, bah t'as raison en fait. Si tu dis c'est impossible, c'est impossible. Si tu commences à travailler sur un projet, finalement t'es découragé, tu te dis c'est trop dur, c'est impossible, je vais jamais y arriver. Là, tu es en train de t'auto-saboter, tu es en train de faire germer la graine d'une croyance dévastatrice. Souvent, si on en arrive là, c'est parce que on se représente notre projet, notre objectif comme une montagne, alors que c'est juste une colline. Mais tu sais, je t'ai dit au début, on voit tous le monde avec des lunettes différentes. T'as une colline devant toi, mais tes lunettes qui déforment la réalité te font voir une montagne. Souvent, le mieux, c'est de découper l'objectif ou le projet en beaucoup plus petites tâches qui, là, vont te sembler surmontables. Mais rappelle-toi toujours de ce principe, si tu t'en crois incapable, t'as raison. Si tu t'en crois capable, t'as raison. Notre expérience du monde est très subjective. La réalité dépend des individus. Donc, sois conscient de l'impact de tes croyances et construis une réalité positive, constructive pour toi. C'est comme ça que tu arriveras à réaliser de très grandes choses dans la vie. Moi, le premier livre de développement personnel que j'ai lu, il est juste là. Pouvoir illimité de Tony Robbins. Je l'ai lu en 2015. Franchement, on dirait pas une pub pour du dentifrice, regarde. Et c'est justement un livre qui donne des clés pour remodeler ses états internes, pour travailler ses croyances. Et moi, ça a été le point de départ de mon évolution quand j'étais un étudiant paumé qui fumait des bédos toute la journée, qui se mettait 3 murches par semaine, aucune perspective d'avenir. J'ai lu ce livre, ça a complètement bousculé mon système de croyances et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que impossible, c'était une connerie. Et c'est moi-même qui me mettais cette limite-là. Donc j'ai commencé à croire que c'était possible. J'ai arrêté de fumer. Avant, je croyais que c'était impossible. Là, je croyais que c'était facile. J'ai lancé mon YouTube, même si j'avais peur qu'on se foute de ma gueule. J'ai arrêté mes études dans lesquelles je m'épanouissais pas. Je suis parti en voyage tout seul à l'autre bout du monde. Enfin bref, ma vie a changé à partir du moment où j'ai commencé à croire que je pouvais le faire. Donc ça, c'est un des mots les plus vicieux au monde. C'est impossible. C'est trop dur, j'y arriverai pas, ou j'ai trop peur. Toi, si t'as trop peur, enlève le mot trop. J'ai peur, ouais, c'est normal, ok. J'ai peur, mais je vais quand même le faire. T'as pas trop peur. T'as peur, la peur c'est ton ennemi, tu vas lui éclater la gueule comme ça. Tu vas lui montrer de quel bois tu te chauffes. Ensuite, alors celui-là, j'entends beaucoup de gens le dire, pas ma faute. Je galère financièrement, c'est pas ma faute, c'est la faute du gouvernement. J'ai un gros bide tout flasque, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'industrie agroalimentaire. J'arrête pas de fumer des gros joints, c'est pas ma faute, c'est à cause de mon pote qui me propose tout le temps. Ça, c'est pas ma faute, c'est jamais ma faute. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe quand c'est pas ta faute? Bah, tu peux rien faire, tu stagnes, t'es statique. Puisque le monde extérieur, on l'a vu, tu le contrôles pas. Donc quand tu dis, ouais, c'est pas ma faute, tu te contrains toi-même à rester dans ta situation déplaisante. Dire c'est pas ma faute ou j'y peux rien, c'est un déni de responsabilité personnelle. Ça veut pas dire que si ta maison se fait arracher par une tornade, c'est de ta faute. C'est la faute à pas de chance. Mais par contre, ce qui est de ta responsabilité, c'est qu'est-ce que tu fais après. Est-ce que tu te laisses abattre? Est-ce que tu finis à la rue? Ou est-ce que tu te retrousses les manches, tu te tournes vers les solutions et tu passes à l'action? Même si ce qui t'est arrivé est effectivement malheureux. Moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Donc, comprends bien qu'à chaque fois que tu te dis c'est pas ma faute, j'y peux rien, tu renforces une mentalité de victime. Ensuite, un peu, ou alors petit. Je vois déjà venir les gens célestins taper leurs commentaires « Ah oui, mais c'est un mot utile, si je le bannis de mon vocabulaire, je vais plus pouvoir m'exprimer. » Évidemment que ça dépend du contexte, évidemment que certains mots que je te mets là, c'est pas absolument dans toutes les circonstances que tu vas les bannir. Il y a des cas dans lesquels ils n'ont pas la charge émotionnelle négative que je t'explique. Là, je t'explique justement les contextes dans lesquels ces mots peuvent avoir un effet négatif, mais évidemment, tu vas pas arrêter de dire le mot « petit ». Qu'est-ce que tu veux dire sinon? Mais la raison pour laquelle j'ai mis un peu, ou un petit peu, ou un petit dans cette liste, c'est que ça peut dans de nombreux cas être un conditionnement mental qui t'empêche de voir grand, qui alimente la croyance comme quoi je ne suis pas capable de réaliser de grandes choses dans ma vie, je vais me contenter de peu. Ça, pour beaucoup d'entre nous, ça nous a été mis dans la tête depuis le plus jeune âge. Il faut se contenter de peu dans la vie, comme dans le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux. Alors il y a du vrai là-dedans, je dis pas le contraire, effectivement on peut être heureux avec peu de choses. D'ailleurs c'est une philosophie que j'ai intégrée dans ma vie, le minimalisme. J'ai peu de possessions, pour rien au monde je ne m'achèterais une Lamborghini ou une grosse bagnole pour frimer.
je préfère appeler le Uber. C'est plus simple, j'ai pas besoin de garer ma bagnole, ça m'emmerde. Mais bref, on s'écarte un peu du sujet. Souvent, la manière dont on interprète cette croyance populaire, il faut se contenter de peu, ça nous met des bâtons dans les roues parce qu'on se limite soi-même. On s'interdit de voir plus grand, d'aller chercher des objectifs très ambitieux, alors qu'on pourrait. On pourrait si on se mettait pas nous-mêmes cette espèce de plafond de verre. Par exemple, si tu te dis j'aimerais bien gagner un peu plus d'argent, tu vas te tourner vers des solutions qui vont effectivement te faire gagner peut-être 100 balles de plus par mois, demander une augmentation, faire des heures supplémentaires. Alors que si tu te dis j'aimerais gagner 10 fois plus d'argent, je dis pas que tu vas forcément y arriver, mais tu vas te tourner vers des solutions différentes. Si tu te dis je veux gagner 10 fois plus, tu vas pas aller demander une augmentation à ton boss. Tu vas plutôt te demander comment est-ce que je peux créer un business qui apporte de la valeur, proposer des produits, des services que les gens veulent et pour lesquels on va me payer cher. En fonction de l'intensité de ton objectif, les solutions sont différentes. Prenons un autre exemple, je veux bien faire un petit effort. Un petit effort. Pourquoi pas juste un effort? Je vais faire un effort, je vais faire l'effort nécessaire. Non, un petit, tout petit. Ça, c'est un comportement de paresseux, ne trouves-tu pas? Tu vois, ce conditionnement mental qui te pousse à toujours vouloir donner le minimum ou viser le minimum. Je dis pas que tout le monde devrait avoir des objectifs grandioses. Il y a des gens qui sont très contents avec une vie simple, qui sont heureux dans leur vie quotidienne et qui visent pas forcément la lune. Mais il y a aussi plein de gens qui s'épanouiraient dans cette croissance personnelle, à vouloir s'améliorer constamment, développer des projets. Je pense que la croissance, l'expansion, ça fait partie de la nature humaine, peut-être pas absolument pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous. On a besoin de se sentir progresser pour être heureux. Moi, c'est mon cas. Les moments où je suis le plus malheureux, c'est quand je stagne, quand je procrastine. Et après, quand je me remets au boulot, là, je suis heureux, là, je me sens vivant. Là, je me lève le matin avec la niaque et c'est juste trop kiffant. Donc, sois conscient des limites que tu te mets à toi-même en disant « Ouais, un petit peu, j'aimerais gagner un peu plus d'argent, avoir un appartement un petit peu plus grand. » Un petit peu, c'est dangereux. Tu te limites toi-même mentalement. Donc, sois bien conscient de ça et là, t'as pas à remplacer, mais juste supprime. Ou remplace un peu par beaucoup ou par quelque chose de précis, 5 fois, 10 fois plus. Inverse le processus, cette croyance limitante comme quoi je dois me contenter de peu. Sois conscient que ça peut vraiment te flinguer tes objectifs. Ensuite, problème. Problème, c'est un mot qui est chargé émotionnellement. Problème, ça implique la contrainte, ça implique une tâche désagréable, un obstacle pénible. Il y a vraiment cette pénibilité associée au mot problème. Quand tu dis j'ai un problème, en général, t'es pas content. C'est quelque chose que tu préférerais éviter. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, les mots, c'est des étiquettes. Et quand il t'arrive quelque chose et que tu colles dessus l'étiquette problème, souvent, ça va la dramatiser pour rien. Alors que c'est pas forcément un problème, il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose d'aussi gros. Tu pourrais reconsidérer, tu pourrais voir ce qui t'arrive autrement. Problème et opportunité, c'est les deux faces de la même pièce. Tout dépend de la perception que tu choisis d'adopter. Verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Moi, je préfère remplacer problème par défi ou challenge. Je te donne un exemple personnel. Là, il y a à peu près un mois, j'ai appris que j'ai une maladie des gencives qui est héréditaire, c'est dans la famille. Je vais devoir me faire arracher entre 5 et 7 dents. Je sais même pas exactement combien, faut qu'on voit d'abord avec le dentiste. Mais toujours est-il que je vais douiller. En plus, j'ai toujours fui le dentiste. Pour moi, c'est l'équivalent d'une salle de torture. Mais je refuse de dire que j'ai des problèmes dentaires. Parce que si je colle l'étiquette problème sur ce qui arrive à mes dents, d'un coup, ça se transforme en expérience négative. J'ai des problèmes dentaires. Putain, ça fait chier, là. Ce n'est pas ça la réalité que je souhaite créer pour moi-même. Je préfère voir ce qui m'arrive comme un défi, comme un challenge. Ça va me permettre de devenir plus résilient, ça va me permettre de me confronter à cette phobie dentaire que j'ai depuis trop longtemps et me rendre compte que probablement c'est moins pire que ce que j'imagine. Ça va me permettre aussi d'avoir un beau sourire. J'ai les dents un peu jaunes à force de boire trop de café. Tu vas voir, d'ici 6 mois, j'aurai un magnifique sourire. J'aurai exactement le même sourire que Tony Robbins. Alors oui, ça va être inconfortable, ça va être douloureux, mais je suis pas obligé de voir cet inconfort et cette douleur par lesquelles je vais passer comme quelque chose de mauvais. Au contraire, ça va me rendre plus fort mentalement. Je vais surmonter la phobie dentaire. C'est une opportunité que Dieu me donne pour grandir. La plupart des gens souhaitent une vie sans problème. Un problème, on veut les éviter. Mais si tu te confrontes jamais aux difficultés de la vie, tu deviens faible. C'est les épreuves qui nous renforcent, c'est les défis, c'est les challenges. Je dis pas problème. Dans chaque épreuve difficile en apparence, il y a la graine d'une opportunité. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Problème et opportunité. Choisis de voir le bon côté. Ensuite, il faut que... Quand tu dis ça, il faut que j'aille amener ma voiture au garagiste. Il faut que je termine le montage de ma vidéo. La formulation implique une contrainte. Je dois le faire, je suis obligé. Et à cette contrainte est naturellement associée de la frustration. T'as pas envie de le faire, mais tu dois, t'es obligé, il faut que tu le fasses. Donc il y a un conflit émotionnel entre la réalité que tu souhaiterais et la réalité telle qu'elle est. À l'instant où tu dis il faut que je fasse ça, c'est plus drôle du tout. Ça devient une corvée, alors qu'une fois de plus, tout est question de représentation mentale. Donc au lieu de dire il faut que je fasse ça, dis plutôt je vais faire ça,
ça. Ou alors, j'ai besoin de faire ça, ça, ça. J'ai besoin de remplir ma déclaration d'impôt pour ensuite être tranquille. J'ai besoin de méditer pour faire le calme dans mon esprit. J'ai besoin de faire ma séance de sport pour avoir le physique de mes rêves. Là, c'est pas il faut que. Contrainte, c'est j'ai besoin pour cela, donc tu es tourné vers le bénéfice. Là, ce n'est plus une corvée, c'est juste la chose naturelle à faire pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Ensuite, numéro 9, fais chier. Ou alors, il y a une variation, ça casse les couilles. Je suis sûr que tu connais des gens qui disent ça tout le temps. Ah putain, ça fait chier là, ça casse les couilles. Ah franchement, ça me gonfle là, casse-couille. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu prononces ces mots? C'est des mots générateurs de frustration. T'étais bien, tout allait bien, tranquille. Et là, tout d'un coup, il se produit quelque chose qui ne te plaît pas. Tu te dis, fais chier, ça casse les couilles. Et instantanément, toute la bonne humeur que tu avais auparavant est ruinée. Et t'es là à ruminer des émotions noires, de la frustration, de la culpabilité. Ça te plonge dans un état d'insatisfaction permanente. Tu te rends pas compte, mais à chaque fois tu renforces cet état-là. À chaque fois que tu réagis à un événement en disant putain ça fait chier, ça casse les couilles, tu renforces le réseau de neurones dans ton cerveau et tu augmentes la probabilité que tu répètes le comportement plus tard. Et donc tu vas passer plus de temps de ta vie dans cet état médiocre. On a tous été un peu conditionnés par ces mots-là. Souvent, on n'en est pas conscient. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour vous aider à en prendre conscience. Mais vraiment, prenez l'habitude d'observer votre esprit, de regarder au long de vos journées ce qui se passe là dans votre espace mental. Et puis, faites le tri entre ce qui vous apporte de bonnes émotions, ce qui vous pousse à passer à l'action, ce qui alimente des croyances constructives, et ce qui, au contraire, nourrit des croyances limitantes, vous fait vivre des émotions dégueulasses. Soyez conscient, comme dit Jean-Claude Van Damme, il faut être aware, je l'ai écrit là. Soyez aware, les amis, c'est comme ça que vous accomplirez de grandes choses et que vous serez beaucoup plus heureux, épanoui dans votre quotidien. Et puis, bon, on va conclure avec le dernier. Je déteste. Je déteste les jours de pluie, je déteste mon collègue Jean-Bernard, je déteste les moustiques, je déteste les pizzas à l'ananas. Bon, c'est vrai que c'est dégueulasse. Mais le problème de dire sans arrêt « je déteste », ça te pousse à sans arrêt voir le mauvais côté des choses. Te concentrer sur ce que tu n'aimes pas au lieu de te concentrer sur ce que tu aimes. Rappelle-toi de cette image des lunettes. C'est comme si tu assombrissais tes verres de lunettes à chaque fois que tu dis « je déteste ça ». Et tu vas de plus en plus voir et remarquer ce que tu détestes, et ce que t'aimes par contre, tu vas souvent l'oublier. C'est ok de ne pas aimer certaines choses, chacun a ses propres goûts, mais là ce dont je parle, c'est la quantité de temps de cerveau au quotidien que tu alloues à te préoccuper de ce que tu n'aimes pas, ou à te préoccuper de ce que tu aimes. Donc moi ma technique, à chaque fois que, par exemple quand je discute avec ma copine, si je dis « ah ça je déteste », ça m'arrive aussi, je suis pas un saint, moi aussi il y a des mots là que je dis. Une fois de plus, la clé c'est d'être aware, c'est de les remarquer et de reformuler ensuite. Et quand je dis je déteste, immédiatement je vais dire et je ressens de la gratitude pour telle chose, ou j'aime telle chose. Je vais contrebalancer pour éviter de laisser cette note négative amère à concentrer mon esprit sur ce que je n'aime pas.